Bonjour à tous, nous allons aborder donc une nouvelle leçon. Cette fois, on va étudier ensemble un nouveau vice du consentement, donc ce sera la section 2, qui s'appelle le DOL, D-O-L, surtout pas de E à la fin. Donc définition, qu'est-ce que le DOL? Le DOL est une erreur provoquée. Il s'agit d'une tromperie qui est destinée à amener une autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction. L'article 1137 du Code civil le définit de la manière suivante. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Point. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Fermez les guillemets. Grand 1. Les conditions du dol. 1.1. Les manœuvres dolosives. Une manœuvre dolosive est un acte intentionnellement accompli en vue de tromper son co-contractant. Deux petits points et on va étudier successivement l'élément matériel et l'élément intentionnel. Donc, j'espère que jusqu'ici vous avez bien compris la différence fondamentale entre l'erreur et le dol. C'est qu'une erreur, on s'est trompé, alors qu'un dol, quelqu'un nous a trompés. On n'aurait pas commis cette erreur si quelqu'un n'avait pas essayé de nous induire dans cette situation en nous apportant des informations erronées, en nous mentant, en nous dissimulant une information. Vous voyez bien la différence de degré. L'erreur, ça peut arriver, on peut être de bonne foi, on n'a pas compris, on s'est trompé. Alors que vraiment, le dol, il y a un petit côté vraiment intentionnel où on a provoqué cette erreur. Donc là, retenez bien, en général, on dit souvent le dol, c'est une erreur provoquée. Donc, premier élément. Premièrement, un acte, entre parenthèses, élément matériel. Donc, pour qu'il y ait dol, il faut un élément matériel. Exemple, le maquillage d'une voiture accidentée. Exemple, mettre à zéro le compteur kilométrique d'une voiture d'occasion. Exemple, produire de faux documents. Vous voyez bien, évidemment, on a souhaité tromper quelqu'un si on remet le compteur à zéro ou si on enlevait 50 000 km sur une voiture qu'on vend d'occasion. La jurisprudence a étendu la notion de manœuvre dolosive aux événements suivants. Deux petits points. Premier tiret. Le mensonge délibéré, qui est à distinguer du mensonge bénin. Le mensonge bénin, c'est par exemple l'exagération dans la présentation des qualités d'une marchandise par un commerçant. Si vous allez au marché, vous allez peut-être avoir un vendeur des primeurs qui va dire « Elles sont belles, mes tomates, les plus belles du marché. » Bon, ce n'est pas forcément les plus belles, vous l'avez bien compris, mais ça fait partie du jeu. C'est un mensonge bénin. En revanche, un mensonge délibéré, ça va être de vous dire « Ah, mais cette voiture, elle n'a que 50 000 km, alors qu'en réalité, elle en a 100 000. » Ça va être de vous dire ce produit, il est unique, alors qu'en réalité, c'est un produit qui est fabriqué en grande série. Autre exemple, la réticence dolosive. Donc, c'est une autre extension. C'est-à-dire qu'on voit des manœuvres, vous avez bien compris, mentir, est-ce que c'était vraiment une manœuvre? Oui, aujourd'hui, on a la jurisprudence, il dit bien, c'est pas simplement quand on trafique matériellement un compteur, ça peut aussi être quand on ment de manière délibérée, et bien ça peut aussi être le cas en cas de réticence dolosive. La réticence dolosive consiste à ne pas révéler au co-contractant un fait dont il lui était impossible d'avoir connaissance par ses seuls moyens. Exemple, un garagiste vend une voiture d'occasion
sans préciser qu'elle a eu précédemment un accident. Donc ça, on est en pleine réticence dolosive. Certes, vous n'avez pas posé la question, peut-être, de savoir si la voiture qu'on vendait avait déjà eu une occasion, avait déjà eu un accident, mais le garagiste, il aurait dû vous dire spontanément, ah voilà, ma voiture, elle a connu ci, elle a connu ça. Deuxième condition du dol, après la manœuvre dolosive qui est l'élément matériel, on va étudier maintenant l'élément intentionnel. Donc c'est accompli de manière intentionnelle en vue de tromper son co-contractant. Donc le dol suppose nécessairement une intention de tromper son co-contractant. Donc voilà donc pour la première condition qu'on a étudiée donc ensemble, qui était 1.1, les manœuvres dolosives. On va attaquer maintenant le 1.2, pratiqué par une partie, entre parenthèses, l'auteur du dol. Le dol doit émaner du co-contractant. S'il émane d'un tiers, il est sans effet sur la validité du contrat. L'article 1138 du Code civil dispose ainsi que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, le dol est également constitué s'il émane du représentant, virgule, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort, porte comme une porte, tiré, fort, F-O-R-T, c'est une sorte de représentant, quelqu'un qui s'engage en votre nom, ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Donc j'espère que vous avez bien compris, donc pour ce 1.2, pour qu'il y ait un dol, il faut que ce soit la partie en face de vous qui vous ait trompé ou alors quelqu'un qui lui est lié, son représentant, un gérant d'affaires, un tiers de connivence. Ça veut dire quoi un tiers de connivence? Ça veut dire un des amis de celui qui voulait vous tromper, qui savait bien que le but c'était de vous induire en erreur. C'est pas quelqu'un, si par exemple vous vous promenez dans la rue et quelqu'un voulait acheter, je sais pas moi, une œuvre d'art et quelqu'un dans la rue vous dit « Ah, j'ai vu un truc, ça m'a l'air exceptionnel, c'est une peinture d'un maître flamand. » Bon, vous arrivez, vous achetez cette peinture parce que vous pensez que vous faites une super affaire. Si cette personne, ce tiers, en réalité, s'est juste trompé et ne connaissait pas ce marchand et autres, vous ne pouvez pas reprocher au marchand de vous avoir vendu cet objet à tort. Si, par exemple, je sais pas, c'est vos parents qui vous ont dit « Si, il y a une super affaire, achète absolument ce produit, c'est génial », et vous allez du coup dans la boutique conseillée par vos parents, qui bien sûr n'ont pas envie de vous tromper, c'est juste vos parents qui sont passés complètement à côté, c'est tant pis, hein, c'est pas la faute de celui à qui vous avez acheté l'objet. Voilà, donc un tiers de connivence, c'est vraiment quelqu'un qui est concerné par cette volonté de vous tromper. 1.3. Le dol doit avoir un caractère déterminant sur le consentement de l'autre partie. Donc le dol doit avoir un caractère déterminant sur le consentement de l'autre partie. Donc le dol doit avoir eu un effet déterminant. Sans cette erreur provoquée, l'autre partie n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions. Le dol sera qualifié de dol principal si le contrat a été conclu en raison du dol. Le dol sera qualifié de dol incident si le contrat a été conclu dans des conditions différentes de ce qui aurait été décidé en l'absence de dol. L'appréciation du caractère déterminant est réalisée in concreto. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu tout ça. Donc l'appréciation du caractère déterminant est réalisée in concreto. Je vous rappelle qu'on a déjà abordé cette notion, la différence entre in abstracto et in concreto. In abstracto, c'est quand on fait référence à l'individu moyen, à Monsieur Dupont. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? Est-ce qu'il aurait acheté l'objet ou est-ce qu'il ne l'aurait pas acheté? Comment réagit un individu moyen, raisonnable, lambda?
In concreto, en revanche, c'est quand on s'intéresse réellement à la partie concernée par cette affaire. Est-ce que, par exemple, on vend un t-shirt, enfin, ou une guitare, allez, on vend une guitare. Est-ce que quelqu'un, un individu moyen, l'aurait acheté à ce prix-là? Ok, on va regarder, oui, non. En revanche, on vend une guitare au président du fan club de Johnny Hallyday et on lui dit que la guitare a appartenu à Johnny Hallyday et il l'achète à un prix délirant à 15 000 euros. Un individu moyen, on lui vend une guitare à 15 000 euros, non, il ne l'achète pas en principe. Le président du fan club de Johnny Hallyday, on lui vend une guitare à 15 000 euros qui a été utilisée par Johnny Hallyday, oui, il l'achète. Et là, pour savoir si vraiment il y a eu un dol, on va regarder in concreto. Est-ce que réellement, si quelqu'un vous a par exemple menti en vous disant « cette guitare, c'est une guitare qui a été jouée par Johnny Hallyday à l'Olympia en 1988 », le président du fan club l'achètera parce qu'il aura cru dans le mensonge qu'on lui a indiqué. L'individu lambda, évidemment, il n'achète pas. Donc voilà la différence entre in concreto et in abstracto. Maintenant, quelle est la différence entre dol principal et dol incident? Dol principal, c'est parce qu'on vous a menti, vous avez conclu le contrat. Si on ne vous avait pas menti, vous ne l'auriez jamais fait. Dol incident, c'est on vous a menti. Dans tous les cas de figure, vous auriez conclu le contrat, simplement vous ne l'auriez pas conclu peut-être aux mêmes conditions, généralement pas au même prix. Vous vouliez acheter une guitare, ok, pas de problème, vous l'auriez acheté, je ne sais pas combien ça peut valoir, mais on va dire 300 balles, 300 euros. Vous avez peut-être accepté finalement de payer 500 euros parce qu'on vous a indiqué que c'était une guitare qui avait été jouée par X ou Y. Mais de toute façon, vous l'auriez acheté. D'accord? Alors que vous êtes le président du fan club de Johnny Hallyday, vous ne l'achetez que dans un cas de figure, si c'est la guitare de Johnny. Vous voyez, dans un cas, dans l'incident, ça peut avoir des conséquences sur le prix, mais vous auriez acheté le produit. Dans le principal, c'est oui ou non. 1.4. Le dol peut être accepté même si l'erreur est inexcusable. Donc, nouveau paragraphe, le contrat peut être annulé sur le fondement du dol. Donc, le contrat peut être annulé sur le fondement du dol, même si l'erreur est inexcusable. Cette solution est donc différente de celle retenue en matière d'erreur vice du consentement. Donc l'article 1139 du Code civil dispose ainsi que 1139 Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation, ou sur un simple motif du contrat. Donc on l'a vu en matière d'erreur, on ne peut pas annuler un contrat lorsqu'on a commis une erreur inexcusable. Si on a fait n'importe quoi, c'est tant pis pour nous. En revanche, pour le dol, on accepte d'annuler le contrat en cas de dol. Pourquoi ? Parce que là, vraiment, quelqu'un a voulu nous tromper, donc on mérite d'être encore mieux protégé que d'habitude. Donc vous voyez, le dol, c'est pas tout à fait comme l'erreur. On peut annuler en cas d'erreur inexcusable parce que vraiment, il faut protéger la victime dont des personnes ont essayé de la tromper. 1.5. L'objet du dol. À l'inverse de l'erreur, vice du consentement, le dol peut permettre d'obtenir l'annulation du contrat aussi bien en présence d'une erreur sur la valeur que d'une erreur sur les motifs. Donc on avait vu en matière d'erreur que l'erreur directe sur la valeur n'était pas admise. Vous avez vendu un Picasso 10 euros, alors qu'évidemment vous auriez pu le vendre 10 millions, c'est tant pis pour vous. Vous aviez qu'à vérifier vraiment quelle était
la valeur de ce Picasso, si vous saviez bien sûr que c'est un Picasso. Je vous rappelle, on avait distingué erreur directe sur la valeur et erreur indirecte. Donc vous avez un Picasso, vous savez que c'est un Picasso, vous le vendez 10 euros, tant pis pour vous, vous êtes un crétin. Vous avez pu gagner 10 millions d'euros. En revanche, quand vous êtes victime d'un dol, quelqu'un a provoqué votre erreur, on vous a menti, même si vous avez commis une erreur sur la valeur, vous avez vendu le Picasso 10 euros, peut-être parce qu'on vous a raconté des sornettes en vous disant que la valeur que Picasso n'avait plus aucune valeur sur le marché, blablabla, blablabla, que Picasso c'était nul, blablabla, blablabla. Vous avez fini par croire ces personnes-là, vous avez vendu votre Picasso à un prix ridicule, bon pas 10 euros bien sûr, mais vous l'avez vendu 100 000 euros alors que vous auriez pu le vendre 10 millions d'euros, et bien dans ces cas-là, vous pouvez annuler le contrat sur le fondement du dol, car vous avez été, même si vous avez commis une erreur sur la valeur. Même chose, vous commettez une erreur sur les motifs, on avait vu la semaine dernière qu'on ne pouvait pas annuler un contrat sur le fondement de l'erreur sur les motifs. Eh bien, si quelqu'un vous a raconté une histoire qui vous a conduit à faire n'importe quoi, vous avez dit si, ce terrain il est constructible, vous inquiétez pas, regardez là il y a un panneau du maire qui dit que le terrain est constructible, qui est un faux panneau bien sûr. Si on vous a raconté n'importe quoi et que vous avez fini par du coup acheter un terrain ou acheter un produit en commettant une erreur sur votre motif, eh bien vous pouvez quand même annuler le contrat. Grand 2, les effets du dol. 2.1, le dol principal. Lorsqu'un dol principal a été commis, il est possible pour la victime du dol de, premier tiré, solliciter l'annulation du contrat pendant une durée de 5 ans à compter de la découverte de l'erreur. Donc le jour où vous êtes aperçu qu'en fait on vous avez induit en erreur, eh bien vous pouvez solliciter l'annulation du contrat. On reverra plus tard les délais d'action. Deuxième tiré, il est possible pour la victime du dol de obtenir sur un fondement délictuel des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi. 2.2, le dol incident. Lorsqu'un dol incident a été commis, il n'est possible pour la victime du dol que de solliciter des dommages et intérêts. Voilà, maintenant à faire sur une autre vidéo, je préfère séparer sinon je n'arrive pas à les poster, un ou deux cas pratiques.